Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au dernier webinaire de la série Parlons numérique en santé spéciale médico-sociale. Aujourd'hui, on va parler de Mon espace santé, qui est le carnet de santé numérique des Français. Donc, je me présente, je suis Pauline Lambert, chef de projet ESMS numérique. Ce webinaire, pour information, est enregistré. Vos micros et vidéos sont désactivés, mais n'hésitez pas à noter vos questions dans l'onglet questions-réponses et on y répondra à la fin de cette présentation. Aujourd'hui, on a différents intervenants qui sont là pour parler de ce sujet. Donc je vais laisser la parole à ma collègue, Constance Bravet pour se présenter. Merci Pauline, bonjour à tous. Je suis ravie d'être, avec vous aujourd'hui. Donc moi je travaille chez Thésis aussi avec, Pauline et je suis la coordinatrice régionale du coup pour, mon espace santé dont on va largement parler aujourd'hui et pour en parler aussi, on a souhaité faire intervenir, Vanessa pour son témoignage. Bonjour Vanessa. Donc, bonjour à tous, Vanessa Virassamy, je suis donc directrice adjointe pour le pôle TDI de l'association Claire Joie qui regroupe l'IMP et le CESAD et je suis aujourd'hui accompagnée de Philippe. Bonjour, moi c'est Philippe, j'interviens donc dans le cadre de l'expérimentation Mon espace santé. Donc l'association Claire-Joie a répondu à cet appel à projet sur le CESAD et voilà, j'interviens en tant que chef de projet sur l'expérimentation Mon espace santé pour le CESAD de Claire-Joie. Alors pour vous représenter peut-être plus précisément Claire Joie, Vanessa si tu veux en parler Avec à nos plaisir. invités. Donc, en quelques mots, l'association Claire Joie, donc on accueille des enfants, adolescents, jeunes adultes qui sont concernés par un trouble du développement intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on intervient sur le quart nord-ouest de l'île et on est organisé en deux pôles, donc TSA, TDI, chacun composé d'un IMP et d'un CESAD, avec des accueils qui peuvent se faire en milieu ordinaire scolaire, donc dans les écoles ou en institution. Et on a également le centre de ressources pour l'autisme qui est situé à Saint-Leu. Voilà, en quelques mots. Merci. Alors aujourd'hui, on va, balayer effectivement, largement le sujet Mon espace santé. Alors, en repartant, hein, de la source, qu'est-ce que c'est, ces fonctionnalités, ses avantages, concrets et puis aussi on fera un petit zoom sur la sécurité parce que c'est important. On vous parlera aussi de comment ce service est déployé concrètement à La Réunion, autant du côté des professionnels de santé que des patients. On vous parlera du coup de cette expérimentation effectivement, dans laquelle Claire Joie est embarquée et puis on vous présentera aussi, quelques cas d'usage, avec, voilà, encore une fois, hein, des cas concrets. Le principal, c'est de vous parler de la réalité du terrain et puis il y aura effectivement un temps d'échange, à la fin donc n'hésitez pas à poser vos questions comme le disait Pauline. Alors mon espace santé, du coup, c'est le carnet de santé numérique pour, tous. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est, on va dire le socle, principal du Ségur du numérique dont vous avez largement déjà entendu parler. Tout ce qui est prévu dans le Ségur du numérique en santé sont, finalement la finalité, c'est que mon espace santé, donc l'espace des patients soit alimenté et qu'on retrouve dessus, les documents, que les professionnels de santé puissent y accéder et cetera. Donc c'est vraiment au cœur du Ségur. Les objectifs du Ségur, c'est que mon espace santé puisse vivre et pour que cela puisse vivre et ben, tout le monde joue le jeu. Ça aussi, c'est important de bien le repréciser. Aujourd'hui, il n'y a pas que le médico-social qui est embarqué, dans l'alimentation, de mon espace santé, la consultation. Il y a aussi, tout ce qu'on appelle les couloirs du Ségur, donc la biologie, la médecine de ville, la radiologie, les établissements sanitaires et aussi les officines. Donc vous voyez, ils ont tous, hem, aussi l'habitude de l'utiliser maintenant petit à petit. Ils participent au déploiement largement du DMP et de mon espace santé. Alors justement, même moi parfois je m'embrouille un petit peu et je navigue entre les termes, mais quand on parle de DMP, là, c'est quand je vais parler à vous en tant que professionnel de santé. C'est un terme que vous connaissez, le dossier médical, partagé. C'est là qu'on va déposer les documents du patient, c'est là qu'on va consulter des informations
Mais si je parle à vous en tant que patient, puisque vous êtes tous aussi finalement des usagers, ça sera, mon espace santé. Mais c'est vraiment un effet miroir. Tout ce qu'il y a dans le DMP, c'est ce qu'il y a dans mon espace santé. Mais, pour le patient, il utilisera toujours le terme de mon espace santé et pareil, hein, vous utilisez certainement déjà des messageries sécurisées de santé. Ça, c'est votre terme en tant que professionnel, mais pour le patient, ça sera sa messagerie sur mon espace santé. Voilà, donc n'allez pas parler de DMP, de MSS santé à vos usagers, mais parlez-leur bien de mon espace santé. Donc concrètement, mon espace santé, c'est le service de l'assurance maladie, qui date d'il y a 2 ans, qui est gratuit et qui permet du coup de stocker et partager toutes nos documents, toutes nos données de santé, tous nos documents de santé. C'est stocké de manière sécurisée, on va y revenir et puis l'idée, c'est de les partager du coup plus facilement avec les professionnels de santé et les équipes de soins, qui nous suivent. Ça concerne tout le monde, petits et grands, puisque dès la naissance, les enfants, quand ils sont déclarés à l'assurance maladie, il faut compter une quinzaine de jours et leur espace santé est ouvert. Voilà, donc on a un espace, ensuite jusqu'à la majorité qui est rattaché aux parents et puis à 18 ans, on bascule sur un profil qui devient, le nôtre, et jusqu'à la fin de vie. Du coup, il suffit d'être, français, référencé à l'assurance maladie et d'avoir une carte vitale, mais tout le monde sinon a cet espace santé. Encore concrètement, hein, c'est un site internet, du coup, vous pouvez le retrouver sur la version web et puis, une application mobile. Honnêtement, les 2 fonctionnent très bien, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. Mon espace santé sur l'application, ça a presque encore plus de sens parce que du coup, vous avez littéralement tout dans la poche. Mais voilà, ça dépend un peu des habitudes aussi d'usage, mais les 2 fonctionnent, très bien et l'application est aussi très ergonomique. Alors, mon espace santé, donc il y a 4 grandes fonctionnalités qui ont été, imaginées. La première, c'est ce fameux DMP, donc qu'on retrouve en effet miroir de vos outils de professionnels. Là, c'est le dossier médical du patient où il y a effectivement tous les documents de santé. Donc il y a des documents qui vont être déposés, automatiquement ou manuellement par des professionnels de santé, qui viennent de tous les couloirs qu'on a cités tout à l'heure. Donc ça peut être des certificats, des comptes rendus d'hospitalisation, des dossiers patients, des parcours de soins personnalisés, des, comptes rendus de radiologie, enfin il y a plein, plein de choses. Et le patient aussi lui-même facilement depuis l'application ou le site peut rajouter des documents. Parce qu'il y a pas tant d'antériorité, donc si le patient à domicile a des documents qu'il semble importants, à son parcours de soins, il peut les rajouter lui-même, sur son espace santé. Et puis il y a aussi la partie profil médical qui est très importante, où c'est un petit peu comme la fiche d'identité du patient. Là, vous avez, toutes les informations, que ce soit, les vaccinations, le groupe sanguin, les personnes de confiance, le médecin traitant, enfin vraiment les allergies, les traitements en cours. Il y a plein, plein d'infos qui sont, disponibles dans ce profil médical. On a aussi un volet qui est important, c'est la messagerie sécurisée de santé qui devient maintenant citoyenne. Donc, vous avez peut-être l'habitude déjà d'échanger entre vous sur cette MSS santé et maintenant vous pouvez écrire aussi à vos usagers. Donc en fait, ça fonctionne pour l'usager un petit peu comme une, messagerie qu'il pourrait avoir avec, sa banque ou avec certains services de l'État où on reçoit d'abord un email sur notre, email générique @gmail ou @outlook qui nous dit qu'on a un nouveau, message dans notre messagerie de mon espace santé et là, il faut se connecter de manière sécurisée pour consulter le message. Et puis, information importante aussi, mais précision, qui compte, c'est que, le professionnel de santé peut écrire à un usager. L'inverse, n'est pas vrai. L'usager ne peut que répondre à un message. Voilà, il ne pourra pas vous écrire, comme ça du jour au lendemain dès qu'il y a un souci. C'est si vous lui écrivez qu'il peut y répondre. Et puis ensuite, on a 2 autres fonctionnalités. Alors le catalogue de services aujourd'hui, c'est des applications de santé que le gouvernement a référencé ici un petit peu comme un Apple Store ou un Play Store, qui peuvent vous aider dans votre parcours de soins. Donc il y a des choses connues comme Doctolib, Amélie, il y a des choses sur le parcours, pardon, des balances connectées, sur les taux de glycémie, enfin il y a plein, plein d'applications. Si elles sont là, c'est elles répondent, aux mêmes critères de sécurité que mon espace santé et l'idée, c'est qu'à terme, elles viennent elles aussi, donner des informations dans mon espace santé. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, elles sont à votre disposition à titre, d'information. Et puis l'agenda santé qui vient d'arriver et qui est sur un volet, surtout de prévention. Quand vous atteignez des âges pour des dépistages, par exemple, vous recevrez des notifications,
pour les réaliser ou quand il y a des rappels de vaccination, voilà. Donc ce genre de choses. Donc le plus simple, c'est de vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc effectivement, on a tous la même, plateforme, la même page d'accueil ici qui rassemble plein de petites informations et puis ensuite, on rentre donc dans l'onglet, ce fameux document. Vous voyez, il y a des informations, des documents qui sont déposés, par le patient lui-même, ou par des professionnels de santé. On peut les ranger ensuite par dossier. Ils sont classés quand même par catégorie ici. Donc encore une fois, ça, c'est la même visibilité que vous retrouverez, dans le DMP, hein. Et puis le patient ici peut rajouter, facilement un document, soit en le scannant depuis l'ordinateur, soit en le prenant en photo même depuis l'application. Et puis quand on clique sur un document, vous voyez, on peut, le lire, hein, le consulter. C'est des vrais documents, lisibles. Je peux le télécharger. Je ne peux pas le supprimer ce document si c'est un professionnel de santé qui l'a déposé. C'est le professionnel qui garde la main sur le document. Mais, par contre, je peux modifier sa confidentialité. Ça veut dire que sur chaque document, je peux décider de le rendre visible ou alors le masquer et dans ces cas-là, il reste visible qu'au professionnel de santé qui l'a déposé et à moi-même. Il ne sera pas visible aux autres professionnels de santé. Voilà. Après, vous avez effectivement ce volet aussi, profil médical, hein, je vous disais, cette fiche d'identité du patient. Donc vous voyez, il y a plein d'onglets, maladie, traitement, hospitalisation. On a, mon histoire de santé, c'est un onglet qui est assez intéressant parce que si vous cliquez sur les détails ici, vous avez tout de suite, vous retrouvez, bah, voilà, le nom du médicament qui vous a été prescrit, à quelle date vous l'avez, commandé, vous l'avez pris à la pharmacie. Vous avez toutes les vaccinations, effectivement. Donc s'il y avait des vaccinations ici, on me les proposerait en rappel. Les vaccinations Covid, ça, c'est vrai que c'est une information qui, en général, remonte au moins dans tous les espaces santé des patients, aujourd'hui. Et puis vous avez, voilà, le bilan de prévention. Ça, c'est, encore une fois, quand vous atteignez des âges clés et qu'il y a des rendez-vous à faire, de prévention, bah, ici, vous pouvez, dans cet onglet, préparer ce rendez-vous avant d'aller voir votre médecin, traitant. Et puis dans l'onglet ici, entourage et volonté, donc c'est les personnes de confiance, les personnes à contacter en cas d'urgence et puis il y a aussi la notion de directive anticipée. Donc vous avez un formulaire en ligne officiel où vous pouvez, renseigner vos choix pour votre fin de vie et qui sera consultable du coup par les professionnels de santé. Voilà et puis pour faire un autre petit zoom, du coup, cette fameuse messagerie sécurisée de santé qui est désormais citoyenne. En fait, on a tous la même adresse en tant que patient, c'est notre numéro INS @patient.msssanté.fr. Voilà, donc ici, si j'avais un professionnel de santé qui m'envoie un message, ça apparaîtrait et je peux envoyer quand même un nouveau message aux officines, aux pharmacies pour envoyer une ordonnance. Voilà, préparer, ma visite en pharmacie et comme ça la pharmacie peut préparer, la commande. Donc on retrouve un annuaire avec toutes les pharmacies, quelques pharmacies de l'île. Voilà. Alors, tout ça, c'est un bel outil, c'est, très pratique, mais il faut effectivement que ça soit bien sécurisé pour que ça fonctionne et c'est la première re crainte en général des usagers parce qu'ils veulent pas, utiliser mon espace santé. Alors peut-être que vous aussi, à titre personnel, vous êtes parfois un peu inquiet pour la protection de vos données de santé. Vous avez raison parce que c'est des données, sensibles. Mais mon espace santé, du coup, faut bien le rappeler, c'est, la première chose, c'est que tout ce qui est hébergé sur mon espace santé, c'est hébergé en France. Ça reste en France. Donc c'est vrai que c'est pas le cas, d'autres applications que vous pourrez peut-être utiliser aujourd'hui, donc c'est important de le dire. Aussi, c'est hébergé sur des hébergeurs de données de santé, donc c'est un niveau de sécurité qui est très, très élevé. Les piratages sont une réalité, mais on peut mettre des cadenas assez forts pour que, vos données soient protégées au maximum, donc là, c'est le cas. Et puis évidemment, tout ça est sous protection de la CNIL, donc il n'y a aucune notion de revente de vos données. Encore une fois, c'est pas le cas de toutes les, applications qu'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, ce qui est dans mon espace santé reste sur mon espace santé et ne sera pas réutilisé, à mauvais escient. Les accès aussi sont très contrôlés puisque, du coup, aujourd'hui, il y a que le patient lui-même avec, son mot de passe, ses identifiants qui peut accéder à son espace ou les professionnels de santé, du coup avec, l'habilitation qui est les cartes CPS, le numéro RPPS+, qui là peuvent accéder à l'espace santé des patients. Donc vraiment, on entend, hein, souvent parfois, «Mais ma banque, ils vont voir, mon entreprise, mon employeur», non, il y a vraiment que les professionnels de santé qui ont accès à vos données de santé.
Et de toute façon, du coup, le professionnel de santé, lui, doit informer l'usager quand il va consulter pour la première fois, l'espace d'un usager ou d'un patient. Donc nous, on reçoit de toute façon, en tant que patient, une notification par mail. Ça nous dit, hein: «Un nouveau professionnel de santé, s'est connecté à votre espace». On peut cliquer et on voit exactement qui s'est connecté, qu'est-ce qu'il a regardé, et cetera. Ce qui est prévu aussi, c'est cette notion ici de matrice d'habilitation. Donc ça aussi, c'est très important, c'est que en fonction de la spécialité du professionnel de santé, eh ben, le professionnel voit que ce dont il a besoin. C'est pour ça que, donc c'est un document qui est public, hein, vous pouvez le retrouver, en ligne, sur Google ou sur, d'autres, il est vraiment en ligne sur internet. C'est très précis. En fonction de la spécialité de chacun, on peut voir certains documents. Pour ça que le podologue a pas la même visibilité que le cardiologue ou qu'encore que le gynécologue, peu importe. Et hem et cette matrice, voilà, donc elle est publique, vous pouvez la consulter, sans problème. Voilà, après ça va encore un peu plus loin, donc là, c'est plutôt à la main du patient. Vous allez voir dans la partie ici confidentialité, donc on revient sur le site, vous avez, cette notion ici, d'accès aux professionnels de santé. Donc en fait, c'est quand vous cliquez sur votre nom ici en haut à droite, vous pouvez dans les paramètres et vous arrivez ici. Ça veut dire que je peux, bloquer des professionnels de santé par anticipation pour X ou Y raison. Si vous voulez qu'un professionnel en particulier n'accède jamais à votre espace santé, vous pouvez le bloquer en cherchant son nom, son prénom, sa spécialité et lui, il aura l'impression que vous avez, clôturé votre espace s'il essaye de se connecter. Voilà, donc ça, c'est possible et puis on peut aussi choisir de masquer ou rendre visibles les informations. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur chaque document, on peut le masquer ou le rendre visible. On peut prendre aussi la décision de manière plus collégiale à dire: «Je masque tout» et dans ces cas-là, ça reste accessible à chaque fois qu'au professionnel de santé qui a déposé le document et à moi-même, ou on peut laisser visible. Et puis ça va même plus loin parce qu'il y a un accès, qu'on appelle, mode bris de glace en cas d'urgence. Si vous voulez que, le médecin du SAMU accède à vos données de santé, vous pouvez, ou pas le cocher. Vous pouvez même autoriser tous les professionnels de santé, peu importe leur spécialité, donc peu importe la matrice d'habilitation, à accéder à vos données de santé si c'est une situation d'urgence. Et puis on peut même donner accès, si c'est des documents, masqués, pour, la situation d'urgence. Donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser mon espace santé comme un coffre-fort où il y a tous vos documents, tout masqué, c'est protégé. Par contre, si demain, vous êtes inconscient et que vous êtes pris en charge par les urgences, eux pourront, accéder rapidement à vos informations qui sont clés, hein, groupe sanguin, encore une fois, s'il y a un traitement en cours, des antécédents et cetera. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des degrés de confidentialité qui sont prévus et qui sont importants. Et là, c'est ce que je vous disais aussi, la traçabilité, on sait exactement qui se connecte à quelle heure. Vous voyez, on sait, hein, telle date à telle heure, que tel médecin a regardé, telle rubrique. Voilà, c'est très, très précis et tout est tracé. Voilà. Alors, je vais laisser la main à Vanessa pour en parler un peu plus concrètement de tout cet outil. Merci. Oui, alors mon espace santé, pour le coup, dans la pratique, c'est vrai que quand on est donc sur le terrain, et je pense notamment aux infirmières de l'établissement, elles se sont souvent retrouvées en difficulté, forcément pour obtenir des informations sur le parcours de santé du jeune qu'on va accompagner. On est essentiellement sur enfin, essentiellement, majoritairement sur une population de jeunes mineurs pour lesquels on compte beaucoup sur les représentants légaux pour avoir des informations, des difficultés à obtenir ces informations, donc ordonnance, effectivement, compte rendu ou bilan, par les acteurs de soins qui gravitent autour de l'enfant. Ces jeunes qui sont accueillis pour un TDI ou un TSA ont malheureusement un parcours de soins assez complexe avec des données qu'on a besoin d'avoir, toujours sous couvert de l'accord des représentants légaux, mais qu'on a besoin d'avoir effectivement pour garantir la qualité de notre accompagnement. Ces mêmes professionnels, et de manière un peu plus large, hein, l'équipe pluridisciplinaire s'est aussi beaucoup posé la question de la sécurisation de la transmission des informations de santé dont on dispose. Donc, on a effectivement un dossier unique pour l'usager qui est informatisé, qui permet le stockage de ces informations-là, mais on est toujours dans comment dire, le fait de se poser la question de, une fois qu'on le transmet, comment est-ce qu'on sécurise du coup la transmission de ces données. Comme je vous le disais, on a ce public qui peut parfois accumuler
des problématiques médicales. Donc, on est sur des parcours qui sont souvent complexes avec énormément d'acteurs, notamment de soins, et du coup, des données qui sont entre guillemets éparpillées, en tout cas détenues par plusieurs professionnels différents. Donc, aussi cette charge d'aller rechercher ces informations-là, avoir le bon interlocuteur au bon moment, travailler avec la famille pour récupérer l'ensemble de ces informations qui, même par, enfin, ça peut être surprenant, mais qu'elle ne détient pas nécessairement elle-même au même endroit. Donc voilà, là aussi une difficulté. Donc à coordonner ces parcours de soins qui restent de manière indirecte l'une des missions qui sont confiées à nos professionnels de santé. Comme on accompagne justement ces parcours de soins et ces jeunes adultes et ces adultes dans le champ du handicap, on pense avoir aussi une connaissance de ces profils un peu particulière et une connaissance de l'usager et de son parcours. Et c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir mettre cette connaissance au service des autres acteurs. Donc notamment en termes de, je pense par exemple au public autiste, mais même autres, hein, qui peuvent avoir des dyscompliances par rapport à certains soins et pour lesquels on peut travailler des programmes d'habituation qu'on voudrait pouvoir mettre à disposition des professionnels de soins. On a des psychomotriciens qui sont en mesure de dresser des profils sensoriels aussi qu'on voudrait pouvoir mettre à disposition. Donc, quand bien même on peut les mettre, bien entendu, le premier destinataire reste le représentant légal et l'usager lui-même. Il n'en reste pas moins, je vous partagerai peut-être des anecdotes tout à l'heure, qui peut être compliqué pour, euh, pour ces représentants légaux d'être au rendez-vous, en tout cas psychologiquement au rendez-vous pour transmettre ces informations-là. Et puis parfois aussi pour les professionnels, des difficultés à vulgariser le vocabulaire qui peut être utilisé dans ces programmes d'habituation, dans ces profils sensoriels, pour les mettre à disposition de la famille pour qu'elle-même puisse les transmettre. Et puis, on a un autre constat aussi, c'est l'électronisme de certains aidants. On a encore des familles, des personnes qui sont très éloignées du support numérique. Et là aussi, c'est un grand questionnement de ce nouvel outil et comment accompagner les usagers et leurs aidants dans le fait de se l'approprier. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on a vu au travers de mon espace santé quelque chose qui pouvait être relativement facilitateur dans ces différents points. Pour le professionnel, effectivement, il peut y avoir également, enfin, pour les familles et les professionnels, quelque chose pardon, qui se joue dans la relation quand on dispose d'outils comme celui qui est mon espace santé. À partir du moment où on entre en relation avec une famille, notamment au moment des admissions, on a énormément de questions à lui poser. Souvent, on n'est pas le premier acteur à intervenir dans le parcours de la personne. Et on se retrouve à souvent demander les mêmes choses, à poser les mêmes questions, à les faire raconter des histoires qu'ils ont déjà racontées et en plus à leur demander à nous transmettre un certain nombre d'informations. Donc, ces usagers, ces représentants légaux, ils ont cette préoccupation de faire en sorte d'avoir en tête ou dans des pochettes l'ensemble de ces informations qu'on pourrait potentiellement leur demander. Donc, en les déposant et en les mettant à disposition sur mon espace santé, on suppose que, en tout cas, ça peut représenter une charge mentale en moins pour les usagers, les représentants légaux, et du coup permettre un autre type de relation entre le professionnel de soins de santé et ces personnes-là. Voilà. Donc la redite, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, être dans la répétition de leur parcours. Et oui, le fait de pouvoir stocker dans un seul et même endroit, le risque d'éliminer justement ce risque de perte et d'oubli des documents. J'ai vécu une scène un peu particulière, malheureusement, qui est loin d'être isolée cette semaine où on a procédé à l'admission d'un petit sur le CESAD. Donc, on a eu affaire à une maman qui est un peu isolée et seule, mais très autonome, et qui est arrivée avec de gros dossiers, plein de documents médicaux concernant son petit qui a 7 ans. Pendant notre entretien, où on essayait de récolter quelques informations au niveau social, parcours de vie, etc., elle fouillait dans son dossier médical pour essayer de nous sortir le dernier compte-rendu psychomoteur, parce qu'il avait déjà eu du CESAD en métropole, etc. Et elle se perdait un petit peu dans tout ça. Donc, on avait beau lui dire, vous inquiétez pas, on verra ça après, on prendra le temps, etc. Et à la fin de l'entretien, l'infirmière lui demande, sur le courrier d'invitation, vous avez demandé le carnet de santé, vous avez pensé à l'emmener?
Et là, cette maman est rentrée dans tous ces états parce que malheureusement, elle avait oublié son carnet de santé. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit que voilà, avoir un outil qui, avec l'accord de la famille, nous permet d'être consultable pour justement récupérer toutes ces données, ça aurait peut-être permis à cette maman d'être davantage dans l'instant présent et dans l'échange et comment dire, dans le fait de faire connaissance avec de nouveaux professionnels qui vont intervenir dans son parcours. Voilà, pour la petite anecdote. Merci Vanessa pour cet exemple très concret, effectivement, Et récent. et récent, effectivement. Il y en aura d'autres, je crois, des cas d'usage et des exemples tout à l'heure. Donc on voulait aussi vous présenter, alors le déploiement du coup de mon espace santé sur le territoire de La Réunion. Concrètement, où est-ce qu'on en est chez nous? Alors pour vous expliquer un peu le contexte, c'est que, ce service, donc c'est un service de l'assurance maladie, mais il est déployé du coup par, notamment par les équipes chez Thésis et en lien avec l'ARS. Donc on est vraiment sur, un déploiement tripartite qui est assez, riche et qui permet du coup, ça nous permet d'être avec tous les acteurs, de créer tous les partenariats possibles et imaginables vraiment pour aller, déployer au maximum ce service. Mais voilà, vous dire que ces 3 acteurs majeurs du numérique en santé à La Réunion sont complètement, investis là-dedans ensemble. Voilà. Alors, du côté des usagers, en fait, aujourd'hui, on a 99 des Réunionnais qui ont un espace santé, ouvert. Ça veut dire que ça a été, ouvert, en fait, automatiquement, comme pour tous les Français. Ça, c'était il y a 2 ans. Ça veut dire que ouvert, le compte, il est accessible par les professionnels de santé. Aujourd'hui, qu'on ait, connaissance de mon espace santé ou pas, notre DMP, en fait, est accessible, est ouvert. Et c'est aujourd'hui ce qui est important et c'est pour ça qu'il faut, en parler au maximum et sensibiliser. C'est qu'ensuite, c'est à chaque usager, soit donc d'activer son espace, donc d'aller créer son mot de passe, ses coordonnées, ses identifiants, pardon. Soit on peut aussi s'opposer à l'activation du compte et dans ces cas-là, on le clôture, on le ferme et il n'est pas utilisable. Mais quoi qu'il arrive, depuis, juillet 2022, 99 des Réunionnais, du coup, encore une fois, ont un DMP qui est ouvert et accessible. Ce qui fait qu'il se passe déjà des choses dessus. On n'a pas attendu effectivement que chaque Réunionnais prenne en main, mon espace santé. C'était un petit peu ce qui s'était passé avec l'ancienne version. Le DMP, pour les patients à l'époque, hein, n'a jamais fonctionné parce qu'en fait, il fallait, l'activer avec son médecin traitant. Il fallait autoriser chaque professionnel de santé pour que lui puisse déposer des documents. Donc là, ça a été un peu pensé différemment. On ouvre automatiquement, c'est déjà accessible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, rien qu'en février, il y a eu 307 000 documents à La Réunion, hein, je parle bien que de notre, département qui a été, sur lesquels, 307 000 documents, pardon, qui ont été déposés sur les espaces santé des patients et ça se multiplie, ça s'accélère, mensuellement donc encore une fois, il se passe des choses sur cet espace et puis, les professionnels de santé, du coup, s'en saisissent largement. On disait, hein, tout à l'heure, il y a plusieurs couloirs qui sont concernés aujourd'hui. Donc les établissements sanitaires qui déposent, des comptes rendus d'hospitalisation, des ordonnances de sortie, des lettres de liaison principalement. Voilà, donc vous avez ici les établissements, qui alimentent aujourd'hui. Sur les 39 qu'on compte à La Réunion, il y en a à peu près 36 du coup qui alimentent. Les laboratoires pardon, de biologie aussi, les 4 groupes, réunionnais, alimentent mon espace santé. On compte un médecin sur 2, qui a déjà déposé des documents sur le DMP de ses patients. En radiologie, donc il y a pas d'imagerie, hein, on dépose pas d'imagerie, mais on dépose des comptes rendus de radiologie, ce qui peut être, pertinent. La semaine dernière, on était en sensibilisation dans un cabinet de radiologie et les patients qui, font leur examen et qui attendent ensuite 2-3 heures pour avoir leur compte rendu, là, c'est plus la peine, on peut rentrer chez nous et puis on recevra le compte rendu directement sur son espace santé, dans la journée. Et puis du coup, vous, ESMS, vous êtes largement aussi, concernés. Donc il y a 20 établissements à La Réunion qui utilisent déjà le DMP Mon Espace Santé. Et puis alors à partir de 2024, là aussi on embarque, hein, pour, information, le paramédical, les chirurgiens dentistes et les kinésithérapeutes. Voilà, donc tout ça, c'est la réalité. La réalité aussi, c'est qu'effectivement et là je vous apprends rien, il faut accompagner les usagers vraiment, de manière, parfois individuelle pour prendre en main ce service qui est du coup nouveau, qui est numérique et donc, à La Réunion où on
compte une personne sur 4 en situation d'électronisme. C'est un vrai, travail de terrain pour aller justement, sensibiliser, informer et que tous les usagers, tous les Réunionnais prennent en main mon espace santé. Donc pour ça, on a en fait, créé un réseau, d'ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, il y en a sur toute l'île. Il y a des structures, il y a des bénévoles, parfois des professionnels de santé, il y a des membres dans les de collectivités, il y a, des personnes à l'ARS, à l'assurance maladie, enfin voilà, il y a des bénévoles un petit peu de partout. C'est des gens qui sont vraiment, qui connaissent bien du coup Mon Espace Santé, qui sont formés et qui à leur échelle, dans leur environnement du coup de professionnels ou bénévoles, vont pouvoir accompagner concrètement les usagers dans l'activation du compte et puis dans la prise en main. On n'est pas, hein, juste sur, de la sensibilisation, vraiment c'est de l'accompagnement encore une fois, presque individuel. Donc aujourd'hui, on en compte 166, même depuis hier 169 ambassadeurs donc ça grandit, tous les jours ce réseau. Ils sont un petit peu de partout sur l'île et il y a un annuaire du coup en ligne, là je vous ai mis le QR code, mais c'est pour vous dire que sur le site de masanté.re, il y a un annuaire en ligne où vous retrouvez, toutes les structures relais vers lesquels vous pouvez réorienter, vos usagers qui auraient besoin d'un accompagnement spécifique et du coup, c'est des structures, voilà, où on pousse la porte et on trouve de l'aide pour, activer ou utiliser Mon Espace Santé. Et du coup, grâce à ce réseau d'ambassadeurs, on peut faire effectivement cet accompagnement de proximité. Donc, parfois c'est un établissement de santé, parfois c'est au cœur d'une pharmacie, lors d'un événement, dans une collectivité. Ça peut être la journée du diabète, ça peut être, des ateliers numériques aussi dans des CCAS, dans des maisons France Service, des clubs, de 3e âge pour accompagner les seniors. On fait aussi du coup beaucoup d'actions avec le secteur du médico-social largement. On a participé avec Claire Joie récemment à la journée de l'autisme. Donc voilà, ça a permis qu'en 2023, on a rencontré plus de 10 000 personnes, de manière encore une fois individuelle, hein. Donc c'est pas juste distribuer un flyer, c'est vraiment, dire, «Voici comment on active votre compte, ou comment on le clôture si vous n'êtes pas d'accord et puis comment est-ce que ça fonctionne, ensuite». Donc qui pareil de mieux pour en parler que l'association Claire Joie? Parce que du coup, je vous ai dit, il y a des personnes et des structures et l'association Claire Joie est structure ambassadrice. Donc quasiment depuis le démarrage, ils sont embarqués avec nous, pour, justement, avoir une approche toute spécifique pour leurs usagers. Voilà, donc je vais laisser aussi, la parole à Vanessa pour, expliquer un petit peu, pourquoi ils sont devenus structure ambassadrice et ce que ça leur apporte. Merci. Oui, alors du coup, comme je vous le disais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est face à des parcours de soins qui sont souvent complexes et au-delà des familles, des professionnels aussi qui peuvent se retrouver en difficulté dans leur mission. Donc, l'idée de devenir structure ambassadrice, c'est que ce nouvel outil, on a vraiment conscience de la nécessité de se l'approprier en tant que structure médico-sociale, mais si on essaie de l'imposer, entre guillemets, dans les pratiques professionnelles, on sait très bien qu'on va se heurter à forcément des résistances, du manque d'incompréhension des professionnels et même des familles. Être structure ambassadrice, ça nous permet du coup à la fois donc, de s'approprier effectivement l'outil, de soutenir aussi nos professionnels qui justement rencontrent ces difficultés dans leur mission parfois et de les accompagner à s'approprier ces nouveaux outils. Et du coup, de répondre tout simplement à nos missions. Voilà, on pense que c'est aussi une façon de valoriser le rôle des professionnels de santé au sein de la structure, puisqu'on les met vraiment en position d'acteurs, à la fois dans le fait de se l'approprier, dans le fait de s'alimenter, dans le fait d'être en contact avec les différents acteurs de soins du territoire et du parcours de la famille. Donc, être structure ambassadrice, c'est aussi pouvoir bénéficier pour le coup d'un accompagnement de la part de Thésis et de l'équipe Mon Espace Santé. Comme tu le disais tout à l'heure, Constance, on a fait plusieurs actions ensemble, et notamment des actions de formation et sensibilisation en faveur de nos professionnels. Donc, on a pu organiser 6 sessions de formation sensibilisation. À ce jour, par ce biais, on a une soixantaine de professionnels qui sont sensibilisés, donc qui ont été formés à l'utilisation, pour le coup, de Mon Espace Santé, pour certains qui l'ont également activé par le biais de ces sessions, et qui ont pu acquérir des éléments de langage pour eux-mêmes en parler, à la fois au public qu'ils accompagnent, aux familles, mais aussi à leurs proches, et pour le coup, aux différents acteurs de santé et du médico-social qu'ils peuvent rencontrer.
On l'a dit tout à l'heure, on a eu l'occasion aussi de bénéficier de la présence de stands de Mon Espace Santé sur différentes actions. Donc, on fait une fête de l'école une fois par an. Donc, ça a été notre première action parce qu'on s'est dit que si on invitait les familles juste pour leur présenter l'outil, on avait peur d'un flop, hein, clairement, de leur dire venez découvrir mon espace santé au sein de l'association Claire-Joie. Donc, on s'est dit pourquoi pas, voilà, plutôt inclure mon espace santé dans quelque chose de plus festif. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque ça a rendu les familles, voilà, c'était un stand parmi d'autres, hein. On avait le conseil de la vie sociale et puis on avait les spectacles des enfants de l'autre côté. Et c'était l'occasion, en passant, de se renseigner, d'activer le compte pour certains ou comment dire, de s'enquérir de la marche à suivre pour le faire de chez eux. C'était aussi l'occasion que comment dire, les proches des familles soient également présents, donc puissent aussi bénéficier de la sensibilisation, voire de l'activation des comptes. Voilà. Et puis, très récemment, la journée de l'autisme et des TND, où l'équipe de Thésis était également présente au travers du stand et qui a aussi permis les activations, les sensibilisations. Et je crois qu'on s'est rendu compte sur cette journée-là que beaucoup finalement de gens avaient déjà activé et puis venaient en petit dépannage, j'ai oublié mon code d'accès, etc. Donc c'était vraiment un public un peu différent que le premier stand à quelques mois d'intervalle où on se rend compte quand même que le message Mon Espace Santé est plutôt bien passé et que les gens commencent à se familiariser. En tout cas, déjà avec le message et pour certains avec l'outil. Voilà. Et en termes de communication, être structure ambassadrice, être ambassadeur Mon Espace Santé, c'est aussi avoir accès à beaucoup d'outils. Ça peut être des falques, les flyers, des petits tutos. On a même un jeu de cartes, voilà, un jeu de cartes quiz Mon Espace Santé qu'on ressort de temps en temps avec les familles, avec les professionnels. Donc c'est plutôt, voilà, c'est un accès comme une petite bibliothèque à pas mal d'outils qui nous facilite nous le message et qui facilite la mise en œuvre de Mon Espace Santé dans notre pratique quotidienne. Et oui, et du Merci. coup, Oui, vas-y, je t'en Nuno? prie. Non, voilà, c'est vrai qu'il faut en conclure que tout ce petit chemin parcouru nous a amené à nous positionner sur l'appel à projet pour l'expérimentation Mon Espace Santé, du coup. Voilà, vous êtes pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là. Et je redonne la parole à Pauline, du coup, qui va vous, expliquer un petit peu cette expérimentation, justement. Merci. Donc, dans le cadre du Ségur du numérique en santé, en complément du programme ESMS numérique et dans la suite des dispositifs Mon espace santé en établissement sanitaire, il y a eu un appel à projet national pour expérimenter les usages de Mon espace santé dans les établissements et services médico-sociaux. Donc ça a été lancé en septembre 2023. Le déploiement de Mon espace, santé, c'est vraiment un atout majeur. Je pense que Vanessa, l'a répété tout au long de cette présentation. C'est un atout majeur pour le secteur, du social et du médico-social, car les publics bénéficiaires tels que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, qu'ils soient accompagnés en établissement ou à domicile, ils ont bien souvent des parcours de soins complexes qui nécessitent vraiment une coordination importante tant dans l'accompagnement que dans la continuité des soins. Donc l'objectif principal de cette expérimentation, c'est d'identifier et de tester des cas d'usage de Mon espace santé. Et cette expérimentation, elle a débuté en janvier et elle se clôturera en cette fin d'année 2024. Au niveau du comité de sélection, il y a différentes structures qui ont candidaté. Donc ça va être la slide juste après. Et du coup, il y a 2 structures pilotes qui ont été retenues, pour cette expérimentation. Il s'agit du CAMS Les Jacarandas de l'association IRSAM et du CESAD de, l'association Claire-Joie. Donc je laisse la parole, à l'association Claire-Joie pour évoquer leur implication dans cette expérimentation. Donc, le pourquoi, je pense qu'on l'aura compris hein, jusqu'à maintenant, c'est l'opportunité effectivement de se saisir d'un outil qui de toute façon va s'imposer dans le parcours de soins des usagers, de leur famille, dans le nôtre hein, également, qui va se démocratiser et se généraliser. Donc, autant effectivement s'en saisir dès que possible. C'est en tout cas voilà, la stratégie, entre guillemets, de l'ASSO au travers de cette expérimentation-là. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises également, c'est une façon de sécuriser
la pratique des professionnels et de répondre à la réglementation en termes de sécurisation des données sensibles et de santé. Et de faciliter les échanges avec les acteurs, alors qui n'est pas nécessairement complètement facilité aujourd'hui, hein, parce que Constance a fait l'état des lieux un peu des professionnels qui aujourd'hui utilisent et mobilisent mon espace santé. On se rend compte dans la pratique de tous les jours et notamment au travers de l'expérimentation que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement généralisé et ça représente finalement encore un frein. Donc, participer à l'expérimentation, c'est aussi encourager finalement nos partenaires et les acteurs du parcours de soins à se mobiliser au travers de cet outil. Comme on l'a dit, donc la facilitation de la coordination du parcours de soins, particulièrement en CESAD, on a ce rôle de coordination des différents acteurs qui gravitent autour du projet de l'enfant ou du jeune adulte, voire de l'adulte, puisque le CESAD va jusqu'à 20 ans, dans ces parcours qui sont complexes et pour autant qu'on a vraiment besoin de coordonner. Donc, on le voit vraiment, mon espace santé, comme un outil facilitateur. L'expérimentation, c'est aussi bénéficier de retours d'expérience, puisque à La Réunion, on est 2 établissements, mais on en a beaucoup plus sur le territoire national. Donc, il y a des échanges qui sont possibles, il y a des échanges voilà, d'expériences. Ça nous permet aussi de bénéficier comment dire, de retours sur les difficultés qui peuvent être rencontrées ou sur des actions que d'autres départements peuvent aussi faire et dont on peut s'inspirer. Donc voilà, c'est une assez grande communauté finalement. Être soutenu dans les actions, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pouvoir comme ça sensibiliser en 6 sessions une 60aine de professionnels, ça nous a été entre autres permis par rapport à cette démarche-là. Et pour le coup, à destination des professionnels, des aidants, des personnes ressources, aussi des familles, tout simplement, et sans doute par ricochet des professionnels de soins, si ça se trouve, qui étaient là à la journée de l'autisme et qui sont passés par là. Enfin voilà, après, on ne se rend pas nécessairement compte de l'impact, entre guillemets, de l'effet papillon, de petites actions qui peuvent avoir voilà, un impact plus grand. Mais c'est aussi être soutenu par différents acteurs dans ces actions-là. Voilà, et en plus, voilà, que le dernier point, c'est que tous les acteurs dans le cadre de l'expérimentation sont réunis avec des interlocuteurs qui sont identifiés, donc l'ANS, le ministère, bien entendu, l'assurance maladie, CNSA, l'ARS, les grades. Voilà, donc avec un pilotage en région, donc de proximité. Alors, la force, effectivement, enfin, ce qu'on voit comme point positif, comme je le disais tout à l'heure, rendre acteurs les professionnels dans leur pratique quotidienne, c'est un vrai enjeu, je trouve, en tout cas en termes de management. Là, en l'occurrence, le fait de participer à cette expérimentation, ça a permis d'identifier et d'embarquer des professionnels qui étaient complètement partants parce que ce n'était pas un sujet nouveau à ce moment-là pour eux, parce qu'ils y avaient déjà réfléchi et du coup, ils y sont venus. Enfin, Philippe, je crois, hein, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais je crois qu'on a vraiment des professionnels qui sont très volontaires dans cette expérimentation et toujours au rendez-vous. C'est ça, oui, oui, Euh, ils sont, les professionnels, notamment les infirmières, sont très volontaires de cette utilisation et notamment de pouvoir partager et d'avoir accès rapidement et simplement aux différents documents concernant les usagers. ouais. Je peux peut-être aussi te laisser parler de la ligne d'après concernant la MSS et le DMP, puisque c'est un peu toi qui accompagne justement les professionnels au travers de l'utilisation de la MSS et de notre BU. Ah oui, donc on a mis en place qu'en interne des ateliers pour former les professionnels concernant la MSS et l'utilisation du DMP, comment tout cela s'articule avec mon espace santé. Donc ça a vraiment été fait sous forme d'atelier où on présentait donc l'utilisation et où chacun pouvait venir avec ses questions et je répondais aux différentes questions de nos professionnels sur comment l'utiliser dans tel cas ou dans tel cas. Oui, donc l'expérimentation nous a permis effectivement d'avoir un chargé de projet qui peut justement piloter et animer et dynamiser aussi en interne hein, ce chantier-là. Donc c'est pas anodin. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, alors oui, c'est un outil qui à terme devrait grandement nous faciliter la pratique professionnelle. Il n'en reste pas moins que, comme je l'ai souligné, il y a encore un gros effort à faire de diffusion et d'encouragement à l'ensemble des acteurs de santé
à s'en saisir. Vraiment, on a encore beaucoup de partenaires qui ne consultent pas, ou peu le DMP, qui l'alimentent, mais pour quelques-uns et pour beaucoup qui ne l'alimentent pas encore, qui ont du mal à identifier la plus-value sans doute, hein, encore de cet outil-là. Donc, on continue à y travailler, on continue à communiquer et à essayer de jouer notre rôle de sensibilisateur sur le sujet. Un autre point qui reste un frein, hein, c'est effectivement l'électronisme de certains aidants. Là, on va non seulement essayer, nous, d'accompagner les personnes concernées. Alors, par aidant, il faut entendre au sein de l'association Claire-Joie, finalement, ce sont tous les parents pour nous, hein, des enfants qu'on accompagne, enfants, adolescents, jeunes adultes, autorité parentale. Et parfois, ces aidants ont eux-mêmes des aidants. Donc voilà, ça peut aussi venir en ricochet. Et parfois, tous ces gens, une bonne partie, se retrouvent encore très éloignés. Donc là, on va effectivement travailler sur la transmission de l'annuaire, des ambassadeurs, des lieux où ils peuvent être sensibilisés en dehors de nos propres actions. Voilà. Et puis essayer d'accompagner de manière un peu plus proche, justement, les personnes qui sont identifiées en tant qu'aidants. Et pour le dernier point, donc les limites techniques, je vais laisser Philippe peut-être en dire deux mots, plus dans son domaine. Alors, au niveau des limites techniques, oui, c'est des limites techniques qu'on a au niveau du logiciel, du DUI, donc du dossier de l'usager informatisé, l'équivalent un peu du dossier patient qu'on peut avoir à l'hôpital. C'est des limites techniques puisqu'aujourd'hui, ce logiciel nous permet uniquement d'envoyer des dossiers de liaison d'urgence au sein du DMP et non pas l'ensemble des documents qu'on pourrait avoir sur nos dossiers usagers. Donc, dans tel cas, on est obligé d'aller manuellement dans le DMP de l'usager, d'aller déposer les documents. Chose qui normalement devrait évoluer parce que le logiciel, à terme, devrait pouvoir permettre d'envoyer tout type de documents dès lors qu'ils sont dans le dossier de l'usager, qu'on puisse alimenter le DMP directement depuis notre logiciel de dossier usager. Donc, c'est une limite actuelle, mais qui, je pense, va être vite résolue par l'éditeur. OK, bah, merci encore une fois pour ce témoignage et puis, bah, pour terminer, l'idée c'était aussi de vous présenter encore une fois concrètement, des petits cas d'usage donc Vanessa, je ne sais pas si tu voulais en présenter quelques-uns en particulier? Je vois qu'il est -10 si on veut se garder encore un peu de temps peut-être, je sais pas s'il y a des questions dans la conversation, mais je crois que c'est intéressant d'avoir effectivement encore une fois des exemples concrets comme vous l'avez déjà un peu cité, dans le cadre de l'expérimentation, s'il y a des usages qui ont été identifiés. Alors oui, effectivement, alors là, on a illustré avec les usages qu'on a inscrits dans l'expérimentation. Je pense qu'on en a un petit peu parlé tout le long de la présentation. Néanmoins, alors oui, effectivement, des fois des choses assez basiques, mais le fait de récupérer les ordonnances avec les médecins traitants et les spécialistes, mine de rien, on a l'impression que ça peut être un acte anodin et facile. C'est pas toujours le cas. La famille, elle l'a pas toujours avec elle, etc. Ou alors il faut rentrer en lien avec le professionnel de santé. Je pense aussi à une autre situation à laquelle est souvent confrontés nos professionnels, enfin infirmières notamment, c'est le fait de devoir se déplacer et avec l'accord de la famille, de pouvoir assister à des consultations pour justement récupérer les informations qui sont délivrées à ce moment-là, voire même les comptes rendus. On a beaucoup de praticiens, peut-être à juste titre, qui ne sont pas favorables à transmettre les bilans, ne serait-ce même par MSS, hein, puisqu'on en a également. Mais à partir du moment où ils n'ont pas comme interlocuteur de médecin, en l'occurrence sur notre CESAD, on n'a pas de médecin d'établissement, on passe par les médecins traitants. Donc autant d'interlocuteurs qui ne facilitent pas nécessairement voilà, la récolte des informations et des documents pour nos infirmières notamment. On en a parlé aussi, hein, notre connaissance, notre volonté à mettre à disposition du parcours de soins de l'enfant, la connaissance qu'on peut avoir du handicap au travers des différents outils qu'on va construire avec la famille, avec le jeune concerné, par exemple en termes de, je l'ai dit, je crois, en début d'intervention, mais en termes de programme d'habituation aux soins ou de profil sensoriel. C'est une façon aussi pour nous de mettre à disposition et de faciliter
les futurs examens, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le radiologue, etc., enfin différents spécialistes. Donc effectivement, le partage de la connaissance des enfants qu'on accompagne. Et puis ben voilà, la coordination des parcours de soins complexes, on en a parlé. Et effectivement, en cas d'hospitalisation, de pouvoir mettre à disposition l'ensemble des bilans et des suivis qu'on peut avoir à disposition. Voilà. Ah oui, puis en interne, bien entendu, on a des enfants qui passent d'un service à l'autre. Donc déjà, ne serait-ce qu'en interne, au sein de l'établissement, de pouvoir se mettre à disposition. Voilà, commençons déjà par notre microcosme, mais pouvoir se mettre à disposition entre équipes de soins et de santé les informations qui concernent l'enfant. Donc là, en l'occurrence, alimenter le DMP, pouvoir le consulter, qu'on soit dans un service ou dans un autre, ça peut être également très facilitateur. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le Super. tour. Merci Vanessa. Effectivement et puis il y aura peut-être du coup des questions, donc pour Vanessa, pour Philippe, pour Pauline ou pour moi en fonction de la thématique. Merci en tout cas, merci Pauline d'avoir donné de la visibilité aussi à mon espace santé pour votre secteur du médico-social. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, je vois pas avec le partage d'écran, mais on est à disposition, n'hésitez pas. Oui, non, il n'y a pas de questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez surtout pas. On a des experts autour de cette table, donc surtout profitez-en. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Peut-être en attendant, s'il y a des questions qui s'ajoutent dans le chat, comme il nous reste 7 minutes, est-ce que vous auriez des recommandations pour les structures qui se lancent là actuellement sur, des projets ESMS numériques et du coup qui doivent atteindre des objectifs, d'alimentation, du DMP, du coup de sensibilisation des professionnels, des familles, des usagers. Est-ce que vous auriez des recommandations, à donner? Alors oui, moi je pense qu'avec un peu de recul sur la façon dont Claire-Joie, l'association Claire-Joie s'est investie, c'est on a vraiment réussi, enfin, eu l'opportunité, parce que finalement, je ne crois pas qu'on ait actionné le premier levier nous-mêmes, mais eu l'opportunité d'être en contact avec des acteurs, entre autres Thésis, pour justement, comment dire, sensibiliser au plus tôt les professionnels. C'est-à-dire qu'avant que ça devienne, si vous me permettez, et entre guillemets, une contrainte dans nos pratiques, on a réussi vraiment à communiquer sur l'outil et aussi à prendre une entrée citoyenne, j'ai envie de dire. Donc, du coup, enfin, il me semble que les professionnels se sont forcément sentis embarqués déjà personnellement parlant parce que ça leur a permis d'avoir des informations. Ils auraient peut-être eu plus de difficultés à avoir dans le champ personnel. Voilà. Et ensuite, vraiment, je pense que l'information et la communication aux usagers et à leurs représentants légaux de manière la plus simple possible et vulgarisée. Je pense par exemple à l'outil Falc qui nous est quand même relativement bien utile dans nos pratiques quotidiennes. Je me permets de repartager Mm. effectivement mon écran. Je voulais vous le montrer effectivement, ce flyer Falc qui est, bon là c'est la version numérique effectivement, mais, à contrario du flyer, initial qui est petit et qui est écrit en petit, on a, du coup, imaginé ce flyer donc en facile à lire et à comprendre. Vous voyez, où il y a les informations vraiment, principales assez rapides. Donc ça aussi, ça peut être mis à disposition, hein, pour vous structures. N'hésitez pas à nous solliciter pour, qu'on vous en fournisse. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer ce message. Merci Vanessa d'en avoir parlé. Oui, parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise. On affiche aussi, on fait beaucoup de communication visuelle. Donc, tous les espaces au sein de l'association où on accueille les familles, on a toujours un tableau où on essaie de favoriser voilà, de la communication visuelle. On n'est pas, voilà, je pense que déjà de voir, ça permet de se familiariser. Je se former ces professionnels, c'est permettre aussi d'avoir un discours rassurant vis-à-vis des usagers, de faire tomber un peu les craintes. On parlait tout à l'heure justement de la sécurité,
voilà, est-ce que le compte est faillible ou pas? Est-ce qu'on peut on peut voler mes données? Est-ce que tout le monde va avoir accès à mes rendez-vous médicaux, à mes particularités? Est-ce que si je dis OK à l'association Claire-Joie pour consulter mon espace santé, est-ce qu'elle va avoir accès à toute ma vie? Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il ne faut pas hésiter à... Je pense vraiment que les structures ne doivent pas hésiter à se faire accompagner autant que faire se peut là-dessus et à communiquer au plus tôt. Voilà. Et vis-à-vis des professionnels également, voilà, sur la manipulation, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils sont capables, enfin, ils peuvent aller. La matrice d'habilitation est un outil aussi à consulter. Je trouve très rassurant. Nous, on l'a diffusé en interne, justement pour que chaque professionnel par corps de métier puisse se situer dans ce qu'il aurait le droit ou pas de consulter. Et puis, il y a des prérequis, il y a certains prérequis, effectivement, par exemple, sur le consentement. Nous, je crois qu'on n'est toujours pas tout à fait au clair sur le modèle de consentement. Donc, du coup, on le récolte systématiquement auprès des familles. Mais c'est vrai qu'un outil qui aurait été prêt à être utilisé aurait été sans doute facilitateur. Donc, voilà, s'assurer vraiment que l'ensemble des outils soient disponibles, une communication fluide en amont. Je pense que ça me paraît être des prérequis intéressants. Philippe, tu vois peut-être des choses à rajouter, je ne sais pas. Non, bah non, tu as tout dit. C'est vraiment la communication en amont qui est le plus important. Communication auprès des professionnels, communication, sensibilisation et formation sur ces outils-là. Et la communication auprès des familles, des usagers et de leurs aidants qui est très important. Je crois qu'il y a une question, Pauline. C'est pour moi, c'est est-ce que sur le site, il y a des supports ludiques comme le jeu de cartes? Alors le site internet, monespacesanté.fr, c'est vraiment, l'espace de connexion pour chaque patient. Sur le site de l'ANS, en revanche, il y a un volet Mon espace santé, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a tous les replays des webinaires et cetera. Après, le mieux, c'est de se mettre en relation avec nous parce que le Falc, par exemple, ou le petit jeu, ça, c'est des créations locales. Donc, si vous le voulez, y avoir accès, avec grand plaisir pour vous les partager. Simplement, du coup, on les diffuse, nous, Thésis, en fait, voilà, pour la région. Donc, je sais pas si je mets mon mail peut-être dans la conversation, Pauline, ou tu referas passer le support de toute façon? Il y a un temps, à l'ALEFPA qui est prévu bientôt. Ah Du coup, bah, je me suis notée je de ne sais pas, prendre OK. quelques supports dans le Parfait. avec moi pour pouvoir, du coup, remettre ces éléments, à madame Chamand. Voilà, n'hésitez pas effectivement à voir avec Pauline si vous avez l'habitude avec elle. Et puis nous, bah, comme l'a dit, Claire Joie, on peut, les équipes Mon Espace Santé aussi se déplacer pour, sensibiliser vos équipes, les rencontrer, les rassurer et encore une fois leur donner les éléments de langage, pour, qu'à leur tour ils puissent en parler. Donc voilà, on est disponible. Il va suivre du coup, à la suite de ce webinaire, c'est que la présentation, sera, mise à disposition sur, le site Thésis. Vous aurez du coup, l'ensemble des contacts qui seront, ajoutés, à la présentation sur lequel vous pourrez du coup, contacter, qui de droit pour aller plus loin dans cette démarche, Mon espace santé. Hem Ça prend fin, ça y est, il est 15 heures. La série, de webinaires Parlons numérique, en santé, est terminée. Merci infiniment, du coup Vanessa, Philippe, Constance d'avoir participé aujourd'hui, à ce dernier épisode. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce que je vous laisse en conversation, c'est un petit sondage, sur, quel est votre retour, d'expérience sur ces webinaires. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre retour à chaud pour qu'on puisse au mieux adapter nos prochaines communications et vraiment répondre, à vos besoins. Donc n'hésitez pas, si vous avez 2 minutes, d'aller, du coup, compléter ce sondage. Votre avis nous intéresse fortement et nous aidera à du coup, à déployer de nouvelles actions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Un bon week-end. Merci Pauline, merci beaucoup Vanessa et Philippe. Avec plaisir, merci à vous. Merci à tous.
Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.